vous remercions pour votre présence dans cette salle aujourd'hui. En ces jours où nous commençons la première édition du forum sur le défi de nos 26 provinces. On ne peut pas commencer cette activité sans l'hymne national en bons patriotes que nous sommes tous ici rassemblés. Donc pour ce faire, nous pour l'indépendance, son enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix de Flamand. En le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble main d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, tes aïeux, Congo, bien béni, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soirée de moi, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Excellences, honorables, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, avec tout le respect dû à votre rang, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout pour observer 1 minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs victimes des affres de guerre, spécialement à Minembwe, et dans quelques zones de tension dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cet exercice que nous venons de faire est une manifestation de notre élan de solidarité et d'unité. La République démocratique du Congo est un corps, et quand une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui en souffre. On ne dira plus il y a guerre à l'Est, mais on dira il y a guerre en République démocratique du Congo. On ne dira plus Bazo Bomabatu na Kasai, mais on dira Bazo Bomabatu na République démocratique du Congo. Excellences, honorables, distingués invités, s'il était donné à notre mère patrie l'opportunité de revoir la pyramide de Maslow, sans nul doute, la paix serait le premier besoin, le besoin fondamental qui passerait même avant le besoin physiologique. L'association Unité de 26 provinces, U26 en sigle, comme l'indique sa dénomination, prône l'unité de nos 26 provinces. Par ricochet, l'unité de nos gouverneurs. Notre conception de l'unité nationale s'est traduite par un rêve. Celui de se sentir congolais et fier de l'être, partout où que l'on puisse se retrouver, à l'international et aussi sur le territoire national. Nous disons non au fait que les élèves qui étudient dans les écoles publiques soient traités différemment selon qu'ils se trouvent à Kinshasa, Mbandaka, Tchela, Chilenge,
Walungu ou dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous disons non au fait que les infrastructures, l'emploi et les conditions sociales constituent les raisons de notre exode. Nous voulons jouir pleinement de la beauté et de la richesse de notre pays, vivre dans un état de droit dans lequel les libertés fondamentales sont garanties. Excellences honorables, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, qu'il nous soit permis de féliciter nos gouverneurs nouvellement élus et investis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'association Unité de 26 provinces pense que la société civile a l'obligation naturelle d'accompagner le gouverneur pendant leur mandat pour des raisons cartésiennes qui suivent. Les mesures et les actions d'un gouverneur s'opposent à tous les citoyens de la province, peu importe son opinion ou son appartenance idéologique. Le prix du pain ne variera pas selon qu'on est de la gauche ou de la droite. Aussi, nous sommes d'avis qu'aucun gouverneur, excellent ou magicien soit-il, ne peut changer les choses par une formule abracadabradesque sans un accompagnement de sa population. Aujourd'hui, le peuple n'a plus besoin de faire du djalelo pour manifester son soutien à l'autorité. Mieux que ça, le peuple aujourd'hui devra manifester son soutien à l'autorité à travers une implication. Une implication pour faire, une implication pour proposer, une implication pour même dénoncer. C'est dans cet esprit qu'intervient l'initiative de ces forums qui portera le défi sur le défi de nos 26 provinces. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre indulgence pour les imperfections que vous pouvez remarquer lors de cette première édition et promettons une amélioration à la prochaine édition qui se tiendra probablement dans l'une de nos 26 provinces dans les jours prochains. U26, tous pour un, tous pour l'unité nationale. Nous vous disons une fois de plus, merci. Tous pour un, tous pour l'unité nationale. Et notre premier intervenant aujourd'hui, c'est M. Al Kitenge, avec le thème sur les défis économiques, emploi, infrastructures et sociales, commun à toutes les provinces et spécifique à chaque province. M. Al Kitenge, merci de vous approcher pour la... C'est un plaisir pour moi de passer 15 minutes avec vous et essayer de communiquer sur ce thème qui me semble extrêmement important. Chaque fois que je le dis en public, je le redis de manière assez claire, à mes yeux, la décision la plus importante que le chef de l'État, Joseph Kabila, a prise durant toute sa carrière professionnelle a été de décentraliser effectivement, mais surtout le découpage en 26 provinces. Je le dis parce que le faire n'était pas un défi facile. D'ailleurs, quand il l'a fait, il a été fortement critiqué. J'ai entendu des intellectuels dire « Oui, mais on n'était pas prêt, on n'a pas d'infrastructure. » Moi, je leur dis « Vous savez, c'est exactement ça, la République. Celle qu'on ne veut pas regarder. Celle qui contient la majorité de notre population et dont on pense que c'est une cage ou une prison, ou l'arrière-pays, comme on a tendance à le dire, ce qui, à mes yeux, est une insulte. Lorsque vous regardez notre pays, 26 provinces, ce n'est même pas assez. Peut-être qu'on devrait encore diviser en des provinces beaucoup plus petites pour être en mesure de les rendre plus gérables. Je voudrais simplement vous donner
une illustration de ce que sont nos 26 provinces. La plus étendue, c'est la Chopo, 199 567 km². La plus petite, c'est le Kasaï oriental, avec 9 481 km². Lorsque vous faites le ratio entre les deux, c'est 21. Ça veut dire que la plus grande province, en termes d'étendue sur la plus petite, le ratio est 21. Il est quand même difficile de penser que ces deux gouverneurs ont le même défi en termes d'occupation de surface. Et vous savez ce qu'il y a en matière d'occupation de surface, c'est que vous devez donner des infrastructures. Maintenant, regardez un deuxième phénomène, c'est que nous avons la plus petite ville, la deuxième plus petite province, qui se trouve être à Kinshasa, 9 965 km², et c'est la ville qui a le plus de gens, 11 575 000 habitants. Alors vous posez la question de savoir, très petite étendue, une population si dense, est-ce que du point de vue managérial, ces deux personnes ont le même défi? La réponse est non. Maintenant, je pose la question de savoir, aujourd'hui on a 26 provinces, et on a tendance à dire que, allez, on n'était pas préparé, mais on n'aurait jamais été préparé. On a 80% de notre population qui vivent dans les milieux ruraux, et essentiellement dans ce que nous avons toujours injurieusement appelé l'arrière-pays. Il est temps qu'on devienne une nation, un pays unique, que l'on apprenne à vivre et à partager ensemble ce que nous avons. J'ai quelque chose de simple à vous partager. C'est que lorsqu'on regarde les questions économiques, 80% de notre population vit en milieu rural, 80% des budgets sont dépensés en milieu urbain. Combien de temps allons-nous continuer comme ça? Des économistes moyens disent que le PIB par tête d'habitants est très faible en République démocratique du Congo. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que le PIB par tête d'habitants est asymétrique. Il y a une grande partie de notre population qui ne contribue pas du tout au budget de l'État, ni à la constitution du PIB. Et pourtant, ils vivent et ils ont une certaine économie qui n'est pas simplement organisée et contrôlée de la manière dont les statistiques moyennes sont prises. Après, vous posez la question de savoir, c'est vrai qu'il y a une partie de notre population, et elle est suffisamment large, qui ne contribue pas à l'économie du pays. Est-ce que l'État leur donne le minimum de services publics? La réponse est aussi non. En fait, en réalité, nous avons des pays dans un pays, avec des géographies asymétriques, avec des réalités complètement inacceptables. Nous n'avons pas le choix que de bâtir une nation, nous n'avons pas le choix que de bâtir une patrie. Mais la patrie, la nation, c'est déjà d'abord son économie. C'est pour ça qu'on parle de l'économie domestique, c'est comme ça qu'on parle de l'économie nationale. Si nous désirons réellement bâtir notre PIB en général, et notre PIB par tête d'habitants de manière élevée, et aller vers l'émergence, aller vers le développement, il est important que nous apprenions à mettre tout le monde à contribution. C'est pour ça que le pays a décidé d'avoir une caisse de péréquation. Mais cette caisse de péréquation n'a pas de sens s'il n'y a pas de stratégie derrière. Et je n'arrêterai pas de le dire jusqu'au jour où on le fera. Un pays qui n'a pas un plan stratégique de développement est un pays qui ne sait pas où il va. Et l'une des difficultés que nous avons dans ce pays, et la raison pour laquelle on n'avance pas assez vite du point de vue économique et social, c'est parce que nous n'avons pas un plan stratégique de développement. Mais au-delà de ça, je dis, lorsque nous aurons un plan stratégique de développement, lorsque nous en aurons un officiellement et qu'il nous arbitrera sur les 30, les 20, les 10 et les 5 prochaines années en ce qui concerne la mandature, il est important de le décliner en plan stratégique provincial et de le décliner en plan stratégique de district et de commune, de sorte que nous ayons une corrélation logique de bas en haut et de haut en bas. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a énormément de décisions techniques, économiques, sociales et même politiques qui ont été prises à Kinshasa qui n'ont jamais traversé la rue. Et je pense que si nous désirons être efficaces ensemble, il faudrait que nous arrivions à mettre en place le logiciel qui nous permet d'avancer. Maintenant, la grande question c'est de savoir, si nous désirons réellement faire développer ce pays, quel est notre avantage comparatif? Les gens, moi je les appelle les théoriciens faciles, pensent que notre élément de différenciation stratégique, c'est le secteur minier ou le secteur pétrolier. La réponse est que non. Je vais vous donner un chiffre. Tout le secteur minier mis ensemble ne représente même pas 15 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Si vous prenez 20% de pression fiscale, nous ne sommes même pas à 3 milliards de dollars. En réalité, nous sommes à moins d'1 milliard de dollars. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ça qui nous apportera une différence. Deuxièmement, le secteur minier est intensif en termes d'utilisation de capitaux, ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas le facteur de distribution de richesse. Après, vous entendez des gens dire, non, non, notre facteur de différenciation, c'est le secteur agricole, il faut beaucoup d'infrastructures pour qu'on soit en mesure d'avoir une agriculture qui marche. Je dis, bon, ok, il faut simplement regarder la route
qui nous sépare du Bandundu. Elle est longue de 550 km ou 500 km à peu près. Mais regardez, elle n'a pas engendré la moindre économie. Nous avons un très sérieux problème. C'est que nous nous trompons sur deux facteurs fondamentaux. Le premier, c'est que nous sommes le détenteur de la plus grande réserve énergétique par tête d'habitants et nous ne l'utilisons pas. Je vais vous donner un chiffre. Les 110 000 MW de potentiel hydroélectrique non exploités chez nous, c'est l'équivalent d'à peu près 75 à 80 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, chaque année, quand l'eau descend et arrive au fleuve et passe jusqu'à l'océan, nous avons jeté entre 75 et 80 milliards de dollars. Mais je voudrais vous donner une autre illustration. Le potentiel solaire chez nous, nous sommes un des rares pays qui est posé sur l'équateur. Ça représente près de 70 000 MW de potentiel hydroélectrique. Et faites la proportion, nous sommes aux alentours d'à peu près 50 à 55 milliards de dollars que chaque fois que le soleil se lève et se couche, nous jetons par la fenêtre. Alors vous posez la question de savoir pourquoi nous pensons que les mines sont notre secteur de levier financier. Je vais le dire autrement. Même avec le secteur minier, avec notre distribution des droits d'exploitation, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas assez d'énergie pour exploiter les mines. La conséquence, c'est que les mines nous frustrent aujourd'hui. Nous sommes passés du code minier numéro 1, nous sommes au deuxième. Et je ne crois pas que ça va régler le problème, parce que sans énergie, nous ne pourrons pas avancer. Mon point de vue reste encore simple. Si nous désirons réellement bâtir une nation, être à mesure de la faire avancer, deux choses fondamentales méritent d'être faites. La première, c'est de créer un réseau national intégré d'énergie électrique. Mais nous avons la chance d'avoir un réseau électrique qui devra non seulement aller dans les 145 territoires, le cas échéant, mais également avoir 3 points de sortie. Un vers le sud, jusqu'en Afrique du Sud, pour distribuer, le cas échéant, notre énergie en termes d'exportation. Deuxième, vers le nord, qui peut aller jusqu'en Europe, parce que comme vous le savez très bien, à partir de l'Algérie et de l'Égypte, on est connecté au réseau européen. Et le troisième, vers le nord, qui peut nous permettre de servir un certain nombre de pays africains. Mais notre réseau électrique, il n'est valable et ne sera valable que le jour où nous aurons un réseau interconnecté en interne. Des centres d'exploitation énergétique sans réseau ne servent absolument à rien. Je voudrais juste vous donner une illustration, c'est que nous avons Zongo, dont les travaux sont terminés, il n'y a pas de réseau de distribution. Nous avons Kakobola, qu'on a terminé depuis un temps, mais on n'a toujours pas de réseau de distribution. Il nous faut un réseau intégré de distribution. Le deuxième facteur, c'est le capital le plus important, c'est le capital humain. Nous sommes un pays à 70% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire correctement. Si on ajoute à cela la compétence numérique, on peut aller jusque très très haut. Et il faut savoir que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas avoir la population capable de porter le développement que nous crions tant. Et donc, pour moi, il est important d'investir dans le réseau électrique et investir dans le capital humain. Les infrastructures physiques prennent du temps, il faut prendre des temps de les mettre en place. Mais parlons des infrastructures physiques. Je voudrais vous dire une chose qui est très simple. Le réseau routier, le réseau ferroviaire que nous avons a été conçu par les Belges, pour une simple raison. Sortir les matières premières que nous avons ici vers les points d'exportation. 59 ans plus tard, nous sommes encore dans la même configuration. Alors moi j'ai envie de passer un message au nouveau président. C'est de lui dire, Monsieur le Président, avec le concours des différents gouverneurs, s'il vous plaît, asseyons-nous, posons-nous la question de savoir comment nous voulons vivre ensemble. Est-il intelligent de notre part de faire venir de la viande qui est distribuée dans nos restaurants à Kinshasa de l'Ouganda, alors que la viande pourrit à Goma? Est-il intelligent de notre part d'importer le blé? Nous sommes grands consommateurs de pain, alors que la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe n'importent pas du blé. Est-il intelligent de notre part d'être le plus grand producteur, parmi les plus grands producteurs du cuivre, mais importer les câbles électriques du Sénégal? En fait, il y a un certain nombre de questions que nous devons être en mesure de nous poser. Et si nous ne nous planifions pas dans le temps, il est très difficile pour nous de pouvoir nous regarder en face et dire nous progressons. C'est pour ça que mon appel est de dire, messieurs les gouverneurs, vous êtes élus pour 5 ans. Ne réfléchissez pas comme des hommes politiques aux prochaines élections. Réfléchissez à un homme d'État, projetez-vous dans les 15, dans les 20 années prochaines. En fait, ce qui compte le plus, c'est l'héritage que vous laissez à votre province. Et aujourd'hui, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est de savoir que vous pouvez progresser, vite ou moins vite, mais vous ne progresserez jamais seul. Si vous progressez seul, les autres provinces vont vous tirer en arrière. Je pense qu'il est important de créer une véritable synergie entre les différentes provinces, savoir ce qu'on peut échanger, ce qui peut permettre aux uns et aux autres de pouvoir progresser les uns aussi vite que les autres et nous permettre de nous donner la main. Et c'est pour ça que la caisse de péréquation est très importante. Et je voudrais que ceux qui ont des avantages apparents aujourd'hui acceptent de pouvoir faire avancer les autres
grâce à leurs recettes. Je donne des exemples simples. Lorsque vous désirez faire une route dans la partie centrale du pays, le carburant est à 2,5 $, si pas 3. Le coût du kilomètre passe du simple au double, rien que pour ce facteur d'énergie. Si vous allez dans le Sampou, le carburant est à 3 ou 3,5 $ le litre. Si vous désirez faire une route par là, ça devient très compliqué. Est-ce que nous allons continuer à être un pays tout à fait injuste avec certaines parties du pays? La réponse est non. Alors après, vous regardez des provinces aussi riches que le Lualaba. Vous vous dites qu'ils sont gâtés. La réponse est oui. Mais le Lualaba, ce n'est pas que Kolwezi. Il y a toute la partie arrière, il faut la regarder. Maintenant, dans votre planification stratégique, je vous recommande fermement de pouvoir travailler sur une intégration provinciale, une intégration nationale, mais réfléchissez globalement. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur la question de la route et du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, et j'entends beaucoup de théories. Une des théories dont j'entends parler, c'est de dire, oui, mais ce pont risque d'étouffer le Congo central. Je le regarde en disant, en fait, c'est des gens qui regardent le pays en tant qu'unité opérationnelle. Je voudrais vous rappeler que la province du Congo central n'est pas une province portuaire uniquement. La plus grande puissance économique du Congo central, c'est l'agro-industrie. Et il y a là énormément de potentiel. Allez, bougeons un peu les méninges et soyons courageux. Nous avons un port en eau profonde potentiel à Banana. Quelle est la raison pour laquelle on ne le met pas en pratique? C'est notre responsabilité de le mettre en pratique. Les Anglais disent, before you regulate, you need to incubate. N'arrêtez jamais l'action. Incubez l'action. Ce serait dramatique pour nous de bloquer le développement de la province orientale, le développement de l'Équateur et du Bandundu, qui passe par des voies d'accès rapide. Et à mon avis, Pointe-Noire est une opportunité majeure. En plus, Pointe-Noire est une concurrence à notre potentiel port en eau profonde de Banana. Et il est important que nous ayons un port important, mais il faut le faire rapidement, et ça fait des années qu'on ne le fait pas. Et mon point de vue, c'est qu'au-delà du port, nous devons avoir un vrai chemin de fer. Et pas un chemin de fer qui est fait à l'écartement des années 60 et qui n'a pas de locomotive. Il faudrait avoir un plan de développement stratégique qui nous permette de savoir quel genre de chemin de fer nous désirons avoir, qui intègre quoi, qui sert à quelle économie et de quelle manière nous voulons être en mesure de l'utiliser. Je voudrais terminer en disant une dernière chose. Nous sommes un pays éminemment énergétique. Est-ce qu'il y a des raisons que nous soyons un pays éminemment pétrolier en termes d'utilisation? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'ère où tous les véhicules sont en train de devenir électriques. Mais nous continuons à nous aligner sur des véhicules à carburant, alors que nous ne sommes pas producteurs nets de carburant. Nous sommes importateurs nets de carburant. S'il y a quelque chose que nous pourrons faire, surtout pour les provinces qui n'ont pas encore un grand degré de développement, s'il vous plaît, lancez-vous à l'électrique. C'est en fait l'avenir, parce qu'en plus, vous avez l'avantage de développement climatique, et c'est des choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Maintenant, pour terminer, vous allez me dire que je n'ai pas parlé d'agriculture. Si, je vais parler de l'agriculture. Mais il est clair que l'agriculture de subsistance ne nous fera pas avancer. Il nous faut regarder une agriculture commerciale, une agriculture qui appelle l'intégration et le développement industriel. Il n'y a pas d'agriculture industrielle s'il n'y a pas d'énergie. Je voudrais que ça soit clair dans votre tête, chers amis et chers frères. C'est que, 1, c'est l'énergie, 2, c'est le capital humain, tout le reste, ça suit. Quand nous avons des gens intelligents et nous les avons partout, ils donneront le maximum d'eux-mêmes. Et je voudrais simplement vous rappeler une dernière chose, c'est que lorsqu'on se trompe et on attire tout sur Kinshasa, on finit par attirer les meilleurs talents sur Kinshasa. Et quand ils sont sur un territoire aussi petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, on commence à se gêner, et l'entropie aidant, nous risquons de ne pas être suffisamment performants. Ceci dit, je pense que le développement du Congo vaut la peine. Il nous manquera un phénomène important, c'est ce qu'on appelle l'accès aux capitaux. Soyez créatifs. On a 3 sources de revenus. La première source, c'est la source interne. Si nous gérons sérieusement de manière viable les ressources internes, il y a moyen de multiplier par 2, par 3, par 4 et très rapidement le budget de l'État et donc de disponibiliser sur le développement du pays. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les emprunts. On dit de nous qu'on est un pays endetté. Oui, peut-être bien, mais on n'est pas endetté, notre pays. Lorsque vous prenez l'endettement par tête d'habitant, nous sommes au 1/30 de ce que est le citoyen moyen européen. Le pays le plus endetté du monde s'appelle le Japon. Avez-vous déjà entendu parler du Japon dire qu'il est le pays le plus riche et le plus endetté? Mais pourtant, c'est lui qui a 245% du PIB en termes d'endettement. Mais seulement l'endettement est utilisé pour alimenter l'économie.
si nous nous endettons correctement, sur base d'un plan stratégique, qu'il soit national, provincial ou local, nous allons avancer et notre pays est un pays décentralisé. Et la troisième source, c'est celle que tout le monde a utilisée, c'est les partenariats publics-privés. En Europe, les chemins de fer, les autoroutes appartiennent à des privés et ça ne gêne personne. Il est important qu'on se rende compte que nous ne sommes pas au siècle de la possession, nous sommes au siècle du service. Même la route est censée être un service. Ceci dit, je sais que je peut-être déranger votre façon de regarder le développement économique des provinces, mais je voudrais simplement vous remercier pour votre attention. On arrive à organiser un forum pour les gouverneurs. Jadis, on le prenait, vaille que vaille. Mon ami, viens, sois gouverneur. Mon ami, va là-bas, tu vas être gouverneur. Aujourd'hui, le Congo a changé. Distinguez invités. Comment? Mais combien? Je vais commencer mon partage réflexionnel sans remercier comme il faut la dynamique équipe qui a osé, mieux, qui a daigné organiser ce forum. C'est assez spécial quand même, destiné aux gouverneurs. Destiné aux gouverneurs. La fois prochaine, ça sera destiné aux ministres. Et l'autre fois, ça sera destiné au président de la République. Je voudrais ramasser tout cela dans un contexte assez général. Au lieu de vous parler strictement ou singulièrement de l'éducation, je prends le leadership. Le leadership libérateur pour un Congo émergent comme mon ami Kitenge l'a dit, un leadership libérateur pour un Congo émergent, repenser les systèmes éducatifs. Et je compte au cours de cela m'adresser aux gouverneurs, ici ou ailleurs, présents ou absents. Monsieur les gouverneurs, chers amis, imaginez que vous êtes concernés par ce que nous disons ici. Le progrès des sociétés de tous les temps a été l'œuvre de personnes que j'appelle élites, c'est-à-dire ces hommes et femmes qui pensent et qui entreprennent, qui osent, et qui osent prendre des risques, même au péril de leur vie. Ce sont des personnes qui sont capables de mener au-devant de la scène de l'histoire, en la marquant de leur empreinte, des hommes capables aussi d'insuffler une nouvelle dynamique. Oui, monsieur le gouverneur, insuffler une nouvelle dynamique. Insuffler une nouvelle dynamique à la marche de la cité, afin de lever l'hypothèque de la bâtie. Ce sont ces personnes qui sont des grands hommes de l'histoire, grands hommes de l'histoire, ou alors des individus historiques. Un gouverneur qui n'est pas individu historique, il n'est pas gouverneur. Et il n'est pas gouverneur du tout. Ce sont ces personnes capables d'incarner. C'est-à-dire le verbe se fait chair, c'est ça l'incarnation. Capable d'assumer, capable de transformer. Mais surtout en des moments difficiles, ma foi, mon Dieu le sait. Le Congo passe des moments difficiles. Je décante tout de suite le mot leader. Ce mot
d'origine anglo-saxonne, c'est traduit en français par l'expression meneur d'hommes, le chef de file, acteur influent et écouté, conduisant des personnes vers des objectifs bien définis. Monsieur le gouverneur, soyez des grands hommes, des personnes capables d'incarner, d'assumer, transformer la société congolaise, surtout en ces moments difficiles. Oui, ce sont des élites. Mais l'élite, ce n'est pas cet intellectuel qui, après avoir passé à l'université, après avoir gobé la littérature sur les philosophes, il devient docteur ou licencié en philosophie, il devient licencié ou docteur en économie, en histoire, en médecine. Non, je ne les appelle pas élites, je les appelle diplômés de l'université après avoir étudié les auteurs qui ont écrit sur. Alors ils sont philosophes. Est-ce que pour être philosophe, il faut nécessairement aller lire les livres de philosophie? Car la philosophie n'a pas de patrie. Celui qui veut être grand, monsieur le gouverneur, celui qui veut être grand doit apprendre à servir. Le service. Alors nous avons l'habitude de nous amuser en parlant dans ce sens-là de Néhémie. Néhémie qui, de tout le temps connu, écrit dans des livres connus, qui est pris pour un grand manager. L'exemple de Néhémie est souvent cité comme le grand homme qui a résisté à l'épreuve du temps. Néhémie, leader post-exil. Il s'est illustré par ses habitudes, ses attitudes managériales. Voici un homme qui a su mettre en œuvre un projet pratique. Mettre en œuvre un projet pratique. Monsieur les gouverneurs, voulez-vous, après avoir été élus, voulez-vous être, s'il vous plaît, des gens capables de mettre en pratique des projets? Quels sont vos projets? Les gouverneurs, ce sont des personnes qui savent respecter et résister aux critiques non fondées. Ah oui, on m'a dit. Les Bena, les Mototo, Yakweto, tous ces gens de personnes qui dirigent la province d'après les rumeurs, on a dit. Ce sont des personnes capables de résoudre les conflits de personnalité, les conflits de tension, des personnes capables de faire face à des crises financières, s'occuper de la saturation des cadres. La façon d'être d'un haut élitaire gouverneur doit témoigner des attributs qui les habilitent à indiquer aux autres la voie à suivre. Le gouverneur de province de Lualaba, de Kassai, par ici, par là, il doit indiquer, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, à mes collègues, à moi-même, que le vrai leader, c'est celui qui, à un moment donné, quand il conduit les hommes, il se met au milieu. Il dit, avançons, arrêtons-nous. Et il va à gauche, il dit, avançons. Ben, il va devant, mais il dit, avançons, venez avec moi. Mais il va derrière, il dit, avançons, il est à droite. Il dit, écoutez, le crépuscule est arrivé, on va s'asseoir. Mais le leader n'est pas cette personne, mes amis, qui est devant, avec le flambeau à la main, sans savoir qu'il y a une déperdition derrière. Le service. Réaliser le service. C'est celui qui participe. Mais laissez-moi vous parler brièvement de leadership politique. Un gouverneur est un leadership politique. C'est l'ensemble des qualités, cette capacité plutôt, cette vision. Il est temps pour nos gouverneurs d'avoir
vision de leur cité. Ah oui. Il a la capacité de conduire. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce forum, à partir que vous avez... vous étiez avec le président de la République, comme on l'appelle si affectueusement Fadji. Vous avez entendu, et on a besoin de vos compétences. La compétence évoque la compétition, compétir. La compétence, compétir, évoque la concurrence. La concurrence évoque la vision. Monsieur le gouverneur, je vais leur dire très sincèrement, sont-ils visionnaires? La vision à long terme, à court terme. Nous ne voulons plus de ce Congo où les gens viennent écouter mon ami Chance Nangé Koki, les Zangai, donc il y a maître au Sambela au nom du Père, pasteur à lobby et comité Nabisso. L'évolution de ce pays a démontré que on peut la qualifier d'ambiguë, de fantôme, de déboussolé. Mais le pays est en panne, mes amis. Le pays est mal parti. L'évangéliste Luc, qui a dit que j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement depuis les origines, d'en écrire un exposé. C'est Luc, quelque part, il dit, j'écris pour toi, excellent. Le sens de la grandeur mentale et le mental de grandeur. Grandeur mentale et grandeur du mental. Monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, monsieur l'homme d'État, grandeur mentale et mentale de grandeur. Les leaders ont besoin, le Congolais ont besoin de chefs qui comprendront qu'il n'est pas facile d'être un leader sans esprit de grandeur au sens le plus noble du terme. L'avènement de l'événement d'un nouveau leader. L'élite est différente de l'intellectuel car l'élite, c'est cette personne qui est choisie par la communauté selon les critères de l'éthique et de la morale. Ils sont produits d'une société congolaise déchirée par la colonisation, par les dictatures. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle révision. C'est pour cela, je m'en vais terminer, c'est pour cela que je dis que je composais un décalogue où j'ai dit à l'homme d'État congolais, notamment le gouverneur, l'intérêt du peuple au-dessus de tout, tu placeras et à sa volonté démocratiquement exprimée, tu te soumettras. Les droits et les libertés fondamentales, tu respecteras. La sécurité de biens et de personnes, tu assureras. 3. Une ligne politique clairement définie, tu suivras. Inconstance et vagabondage, tu éviteras. 3, 4. Les richesses nationales, sol, sous-sol, énergie. Au mieux-être de la population, tu consacreras l'égoïsme, la cupidité, le détournement de biens publics, la corruption, la concussion, la gabegie financière. De ton comportement, tu banniras. À l'éducation des enfants, des adultes et des jeunes, impérativement tu poursuivras la perception, la corruption. Corrompre quelqu'un, mes amis, c'est dénaturer la nature naturelle de quelque chose. Dénaturer la nature naturelle de quelqu'un. Le juste, le bon, l'innocent, tu protégeras. Le criminel, le coupable, le méchant, conformément à la loi, tu puniras. À la santé physique, mentale et morale de la population, tu veilleras. Les maladies, les stress, tu combattras. La bonne politique d'emploi, du salaire, de la sécurité
chômage, à l'abandon des personnes. Tu t'opposeras. Le patrimoine culturel, l'environnement, tu préserveras. L'aliénation, la négligence des pillages, braconnage, tu le réprimeras. Pour un véritable développement national intégral, intégré à la recherche scientifique, tu placeras. Et tu vas recourir à l'expertise étrangère moyennant une réglementation. Voilà, je m'étais. Nous nous regardons. Nous allons encore nous regarder et longtemps. Nous pouvons continuer avec l'élan que mon ami a donné pour continuer à parler et que Maître va donner. Que dois-je encore vous dire? Ne me laissez pas continuer jusque demain. Sinon, je vous dis merci, Wajiki. Sans plus tarder, Maître Emery Mukeni Wafwanda pour nous parler de liberté. Monsieur le gouverneur, distingués invités, je pense que mes deux précédents orateurs ont été très brillants. Je ne sais pas si je serai à leur hauteur, mais je vais essayer. Dans notre temps, je suis très heureux de répondre à cette invitation et de vous entretenir au sujet de l'état des droits et libertés fondamentales comme un défi de développement de 26 provinces. Alors, il faudrait suivre de cela. Mon entretien va tourner autour de 4 points. Je vais essayer de vous présenter les provinces et les potentialités de leur développement rapide et juridique des choses. Je vais essayer de discuter avec vous autour des nécessités d'un état des droits pour relever les défis de 26 provinces. Je vais relever quelques libertés fondamentales qui sont en même temps des droits et des obligations, des droits pour les citoyens, des obligations pour les gouvernants, dont les gouverneurs de province, qui peuvent aider à pousser ces provinces vers le développement. Et enfin, je vais lister quelques stratégies au compte de U26 qui peuvent être mises en œuvre et développées pour pousser ces provinces vers le développement durable. Alors, en ce qui concerne les provinces, je crois que tout le monde sait que en exécution de la Constitution, spécialement son article 2, les provinces ont été instituées en 2015, si je ne m'abuse pas, et il y a même une loi sur la libre administration des provinces. La carte, elle est là, vous la connaissez. Alors, ce qui est intéressant, c'est de jeter un coup d'œil rapide sur les potentialités de développement de ces provinces. Ces tableaux, je crois que, je ne sais pas s'il est visible, mais laissez-moi m'entretenir au niveau d'abord de superficie de ces provinces. On compte maintenant qu'ils ne sont pas des gouverneurs de province, mais sont des présidents des États. Voyons d'abord la superficie. Quand vous prenez la superficie du Rwanda, 26 338 km², vous l'additionnez avec la superficie de Burundi, qui est de 27 834, et vous pouvez ajouter le Bénin, vous n'allez pas atteindre la Tchopo. La Tchopo qui a 199 567 km². Quand vous prenez le pays comme Malte, il n'a que 316 km². Je parle de Monaco avec 202 km². Ce sont des États. Vous avez la Jamaïque qui est à 992 km². Et le Luxembourg, si je peux m'arrêter là, avec 2586 km². Sur le plan des superficies, monsieur le gouverneur, vous devez inculquer dans vos esprits que nous sommes des présidents des États. Du point de vue population, vous avez le Congo, la Guinée équatoriale de Papa Oungianda, qu'ils sont dans leur état d'esprit, qui sont des chefs d'État. Ils vont changer l'approche de gouvernance. Ils devront se défier par rapport
à ces États du point de vue superficiel des populations, essayer de remplir leurs devoirs constitutionnels et leurs devoirs légaux par rapport à ces États, à ces populations et la superficie. Du point de vue compétences, ils doivent se rendre compte que la Constitution de la République a réglé deux types de compétences. Il y a des compétences exclusives. Il y en a 29 compétences qui sont listées. Passer des piles. 29 compétences exclusives. Je vais vous épargner, vous pouvez vous référer à l'article 204. Parmi ces compétences, parmi ces compétences, vous avez des compétences même de construire des routes, de les entretenir. Vous avez des compétences de définir des politiques énergétiques. Et toutes ces compétences, conformément à la loi sur la libre administration de province, c'est fait par voie réglementaire. Les provinces sont des pays. Lorsqu'on va mettre en œuvre les ressources humaines, les ressources minérales, énergétiques, lorsque, ici je passe déjà, je reprends un peu Anne, lorsque nous allons quitter les plans de développement économique colonial qui étaient faits dans le but simplement de chercher des voies d'évacuation et que le province se connecte du point de vue énergétique, du point de vue communication, il y aura un développement à l'intérieur. Alors, il faudrait que ce gouverneur sache que la règle du droit dit qu'il faut partager les ressources naturelles, les ressources, les produits de revenus à tout le monde. On ne le refusera pas à un Mukongo qui se trouverait à la Tchoko, par exemple. Alors, quelles sont les stratégies? En bref, c'est que pour élever le défi de développement des provinces, j'ai essayé de répertorier 5 lignes, mais qui ne sont pas exhaustives. Nous sommes à la première édition, nous allons les développer. Premièrement, promouvoir l'unité nationale, conformément à l'article 1er de la Constitution, en faisant participer tous les Congolais, même non autochtones des provinces, au marché public, au PPP, à la vie économique de ces États. On ne dira pas que parce que moi, par exemple, mon nom est Mou Chim, je ne peux pas participer, concourir à un marché public provincial dans le nord Bangui ou ailleurs. Donc, les gouverneurs doivent mettre cette règle de droit à l'esprit. Une autre règle de droit, c'est encourager l'initiative privée, comme je le disais, aux nationaux étrangers, ainsi que sécuriser les investissements privés, tels que prévus par la Constitution. Il y a tout un chapitre qu'on développera pour voir comment les gouverneurs de province doivent, même pas peuvent, doivent encourager cette initiative privée. C'est un sujet de discussion qui peut même nous prendre toute une demi-journée et dégager les principes qui peuvent être faits de manière cohérente et faire pousser la chose au niveau des conférences des gouverneurs où ils peuvent définir des politiques pour pouvoir encourager l'initiative privée des nationaux et des étrangers et mettre en application les articles 34 et 35 de la Constitution. Garantir sans discrimination aucune tous les Congolais, même non autochtones de province, l'accès à la sous-traitance du secteur privé, dans le respect de l'article 50 de la Constitution. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce point 3. Lorsque Napoléon, quand il s'est retiré à Waterloo, il disait que si même Waterloo tombait, mais mon code civil ne tombera pas. Et nous avons des codes civils. Quelque chose de positif que le président Kabila a laissé, c'est avoir promulgué la loi sur la sous-traitance du secteur privé. Cette loi, qui a été adoptée à l'initiative d'un sénateur, est une loi qui permet aux nationaux de devenir riches dans leur pays, d'abord. Alors, c'est une loi qui doit être vulgarisée, de manière à ce que tout le monde, moi je quitterai le Bas-Congo pour aller au Maniema et participer au marché public qui devrait être fait conformément à la loi. Et pourquoi pas participer au PPP, par exemple. Quatrième et avant-dernière ligne qui fera l'objet des discussions ultérieures,
c'est assurer au profit des opérateurs économiques nationaux, sans discrimination aucune, leur assurer la discrimination positive des étrangers conformément à l'article 50 de la Constitution. La Constitution dit ceci, à l'article 50, oui, on protège les Congolais, mais aussi les étrangers, à condition qu'il y ait réciprocité dans leur pays et à condition que ces étrangers soient légalement établis. Alors, ici, j'attire l'attention de messieurs les gouverneurs. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? On déclasse les nationaux au profit des étrangers. Ils sont dans les mêmes conditions de compétitivité. Simplement parce que ils ne veulent pas que ces nationaux accèdent à ces marchés publics. Simplement parce que ils comptent sur la corruption. Simplement parce qu'il y avait l'impunité. Maintenant qu'il y a l'état des droits, je vis que dans l'inauguration du séminaire sur les gouverneurs, le président a insisté dans son discours sur la nécessité de punir, de respecter les règles. Alors, quand on parle de la discrimination positive des nationaux par rapport aux étrangers, c'est dans le but de permettre aux nationaux d'accéder au marché et de devenir économiquement puissants. Imagine un moment que nous retrouvons dans ces pays 10 milliardaires, 100 millionnaires, quand les gens sont déjà au top de plus de 100 millions, et on trouve autant de gens qui peuvent distribuer les revenus à l'interne. C'est possible, uniquement quand la règle doit être respectée par les gouverneurs. Et lorsqu'ils viennent pour travailler, ils laissent l'héritage à la postérité et non pas pour gagner par la violation de la règle, par l'institution de la corruption, de la concussion et de la gabegie financière. Enfin, assurer à tous les résidents de la province. Quand je parle de résidents de la province, ils peuvent être des autochtones ou des non-autochtones, l'accès à des programmes sociaux et des développements communautaires, conformément à l'article 1er et 58 de la Constitution. Il ne faut pas qu'il y ait discrimination parce que je me retrouve dans le Lualaba et qui est avec le gouverneur Mouyej a assez de moyens et il décide dans une politique de la province l'accès sans payer ou gratuit aux études universitaires, logement gratuit, ainsi de suite. Je ne veux pas que moi, qui ne suis pas autochtone, que je ne sois pas écarté simplement par le fait que je suis par exemple au Congo et je vis dans ces coins-là. Voilà un peu les quelques stratégies en ligne. Mais ils peuvent faire l'objet de grands développements dans le but de dégager des lignes de politique qui doivent être discutées, rendues cohérentes et efficaces au niveau de la conférence des gouverneurs telle organisée par la Constitution et par la loi spécifique sur la question. Je vous remercie pour votre attention. Maître Emery Mukendi Wafwana. Merci, maître, pour cet exposé. L'état de droit. L'état de droit, c'est possible. Comme vient de le dire maître, il faudrait que nos gouverneurs, les nouveaux gouverneurs, se mettent en tête qu'ils sont des dirigeants des petits États. Dans cet État, le Grand Congo, la Grande République démocratique du Congo. Devrons-nous commencer désormais à parler des États-Unis, de la République démocratique du Congo? Ce qui importe, c'est qu'un État de droit soit réel et vécu par chacun et par tous. Ça, je l'ai retenu et nos chers gouverneurs l'ont retenu. Ce sera mis en application, nous en sommes sûrs et certains. Si important, riche et vaste. Et un deuxième orateur, maître, le professeur Wabwa Wakayembe, qui va nous parler sur le même thème, l'état de droit et liberté fondamentale.
Monsieur le gouverneur, distingués invités, en fait, j'ai voulu vous parler d'un thème qui s'intègre dans tout ce qui a été dit et qui s'intitule les investissements productifs, éléments essentiels de lutte contre la pauvreté. On va parler un peu des investissements et de lutte contre la pauvreté parce que, en fait, les investissements concernent aussi bien les personnes qui habitent la capitale que celles qui sont dans les provinces. Donc la lutte contre la pauvreté passe nécessairement et essentiellement par la création des emplois et la production de biens et de services au pays. Bien, par la production de biens et de services et la création des emplois. Les emplois viables et durables constituent un facteur de stabilisation d'un individu, le prédisposant à occuper sa place au sein de la société. Et tous les jeunes Congolais qui terminent leurs études voudraient avoir un emploi stable, pas un emploi qui consiste à vendre de l'eau minérale sur la route, mais un emploi dans une société organisée. Il peut avoir un salaire digne. Les biens et les services produits localement assurent l'indépendance économique au pays en contribuant à la baisse des prix. Quand il y a un volume important de biens et de services, ça permet de réduire les prix. Ça permet également d'assurer la croissance économique du pays. Depuis les années 90, la promotion des investissements étrangers est une préoccupation majeure pour la plupart des pays dans le monde. Les pays développés tels que les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, l'Allemagne, etc., se sont dotés des agences de promotion des investissements pour rechercher des investisseurs étrangers. Alors, vous voyez que des pays comme le Japon sont prospères, la Chine, etc., Malaisie, mais il faut savoir que, en fait, ils ont fait appel à des investisseurs britanniques, américains, et que sais-je. En Afrique, il y a des pays qui ont été les premiers à mettre un accent sur la question des investissements, tels que la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, etc. Alors, nous allons nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on entend par investissement? Quels sont les atouts et les contraintes de la RDC et de nos provinces dans la recherche des investissements internationaux ou nationaux? Quels sont les préalables à l'attraction des investissements, etc. En ce qui concerne la définition, l'investissement est la création d'une entreprise chargée de la production de biens et de services d'une manière permanente. Une entreprise suppose la permanence, une activité qu'on exerce de manière permanente. Autrement dit, l'investissement veut dire la disponibilisation de fonds pour l'acquisition des équipements et l'utilisation de la main-d'œuvre en vue de produire localement des biens et des services. Disponibilisation de fonds, utilisation des équipements et pour la production des biens et des services. Le Code des investissements fournit des définitions sur l'investissement direct, etc. En ce sens que l'investissement direct, c'est celui qui a un impact direct sur la production. On peut voir l'intérêt de tous ces investissements pour le pays ou pour les provinces, parce que ce serait créer des emplois dans ces provinces, étant donné que chaque machine nécessite l'utilisation des individus pour l'entraîner.
Alors, la lutte contre la pauvreté. Se référant aux publications du programme des Nations Unies pour le développement, on peut dire que la pauvreté, c'est l'absence de capacités humaines de base. L'autisme, la malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé maternelle, maladies pouvant être évitées, etc. Je suis en train de sauter des choses pour respecter le temps qui m'est imparti. Quels sont les atouts et les contraintes de la RDC dans la recherche des investissements internationaux et même nationaux? On connaît la chanson, nous disons tous, nous sommes un pays avec 2 345 410 km². Pour nous montrer qu'il y a réellement du travail à faire. Ensuite, nous avons eu le professeur plutôt Kamba Iwachi, qui nous a parlé de l'éducation, parce que, comme vient de le dire l'un des orateurs, tout est dans l'homme, tout dépend de l'homme. C'est l'homme qui va travailler, c'est l'homme qui va bénéficier du travail, et c'est l'homme qui doit accompagner dans ce travail-là. Et donc tout passe par l'éducation scolaire et citoyenne, parce que ce ne sont pas des personnes non instruites sur qui nous pouvons compter pour appuyer et accompagner nos gouverneurs. Ce sont des personnes qui doivent être instruites, mais avec un nouveau système éducatif, pour que ces personnes soient utiles et capables de vraiment accompagner nos gouverneurs. Et aussi l'éducation citoyenne. Surtout l'éducation citoyenne. Parce que moi, en tout cas, quand on parle de l'éducation citoyenne, je vois l'homme, ses aptitudes face à sa patrie. Il faut des hommes qui aiment le Congo pour travailler pour le Congo. Sinon, ce sera compliqué. Sinon, ce sera vraiment compliqué. Et je pense que tout a été tellement bien exposé que je suis sûre que la matière a été retenue et est déjà en voie d'applicabilité. Donc tout sera mis en application. Ça, c'est sûr et c'est certain. Voilà, nous en avons fini avec les orateurs. Merci à chacun, à tous les orateurs pour ces magnifiques exposés par lesquels nous sortirons d'ici très enrichis et surtout très interpellés. Voilà, nous allons passer à l'étape suivante. Ce sera quoi déjà? Des questions. Merci Lise pour ton brillant résumé. Mais certes, ils ont dit des choses, mais il y a encore quelque chose qui bouillonne en vous et vous aimeriez avoir une lumière sur ci. Nous prenons 6 questions. Ma collègue Lise va avancer vers vous. Vous prononcez, va avancer vers vous et vous prendra le micro. Nous allons noter toutes les questions et le défi économique. C'est M. Abouipan, journaliste et chef du travail. La première question, je l'adresse au professeur Kambal. Il a parlé de l'éducation en démontrant beaucoup d'éléments, notamment le leadership, soit politique, individuel, ainsi de suite. Ma question est cette de savoir, qu'en est-il de la conscience nationale? Parce que nous parlons de l'unité du Congo, des 26 provinces. Qu'en est-il de la conscience nationale dans notre pays? Au professeur Bobo, qui a bien dit jouer dans son domaine, j'aimerais que les profs démontrent, si possible, comment la RDC peut entrer dans le panthéon du commerce international avec toutes ces richesses dont nous disposons pour permettre à ce qu'en retour, les richesses qui seront produites, notamment les devises, soutiendront, n'est-ce pas, la monnaie locale qui lui donnera une valeur et ça conduira, n'est-ce pas, au pouvoir d'achat pour aboutir au bien-être. On ne se limite pas tout seulement aux critiques, on en a assez vu. Moi je pense qu'il y a lieu de nous proposer des solutions. Et pour terminer,
à Maître Moukindi. J'avoue déjà que tous les intervenants étaient très brillants et très clairs, concis, précis et corrects. Et terminé par Maître Moukindi qui nous a parlé de droit. La Bible dit la justice élève une nation. Il y a un problème sérieux, alors sérieux dans notre justice, que ce soit dans les cours tribunaux, et puis partout. Si comme les Congolais est victime d'être Congolais et d'habiter chez lui, alors au maître Moukindi, je demande, que faire au lieu de rester dans les critiques? Que faire? Quel est le remède? Quelle est la solution? Comme ça, même si les autorités qui vont suivre nous disent, bon voilà, on nous a proposé quelque chose de concret, et qu'on peut appliquer dans notre politique. J'ai dit. Confrère Emery Moukindi, pourriez nous dire qui est les cibles, les premières cibles de ces forums par rapport à votre État? Et c'est des gouvernés ou les gouvernants? Merci. Gloire Mandefou, je suis ENAC. Ma question est adressée au prof Kambaye. Et j'aimerais, en fait, c'est... Bon, je pose la question de la manière suivante. Que pensez-vous du modèle éducatif congolais? Il faut repenser ces modèles pour qu'afin que ce modèle réponde aux problèmes réels de notre pays. Parce que notre pays a un problème dans un pays sous-développé, si on peut dire, avec le modèle éducatif belge. Cela ne répond pas aux besoins congolais. Il faut aller à l'enseignement technique pour rester comme on est là. Merci, je suis M. Patrick Abada. Je vais poser une question à M. Ali Kidege. Il a développé quelques pistes de développement pour la RDC. Mais sachant que nous avons des solutions à court terme, à long terme, j'avais voulu savoir quelles seraient alors les propositions, ce qui pourrait suggérer à nos gouverneurs, savoir dans leurs premiers jours, quelles seraient les mesures urgentes de savoir développer les pays comme leur province par rapport aux problèmes ou besoins à l'immédiat. Or, tout ce que M. Ali a développé, nous comprenons que c'est dans les larges, mais nous voulons être pragmatiques. Savoir aujourd'hui, par rapport à ce que nos provinces présentent comme besoin, quels seraient alors les premiers pas à faire? C'est une question de représentation. L'homme se représente ce qu'il doit être dans un environnement voulu. Là où je suis planté, c'est chez moi. Je veux être bien. Dans le bien, dans le beau, dans le vrai, pour mon développement. Donc, automatiquement, j'incarne ma façon d'être dans cet environnement. Pour moi, pour mes enfants et pour mes voisins. Et ceci me permet de déterminer mes relations avec mes voisins. D'abord chez moi. La conscience nationale, donc, me permet de terminer le natus chez moi. Je suis né là où je suis né. Et je ne peux pas aliéner là où je suis né. De deux manières. D'abord, en ce qui concerne ceux qui pratiquent la justice, ceux qui conduisent la justice, en tant que pouvoir judiciaire de l'État. Moi, je pense que nous avons un sérieux problème d'abord pour eux-mêmes, c'est l'accès à la règle de droit. Il est vrai que le journal officiel du pays existe, mais il n'est pas suffisant, s'il n'est pas imprimé en quantité et il n'atteint pas tout le monde. On a multiplié les cours et tribunaux sur les 26 provinces qui génèrent des problèmes au niveau d'accès à la documentation. Il faut régler la question. Nous avions parcouru l'ensemble des sites
de l'État, dont les ganettes et autres, il n'y a pas une mise à jour actualisée. Moi, je pense que tous les citoyens aujourd'hui, d'après les statistiques que nous avons obtenues, il est indiqué que 80% des Congolais ont accès à l'Internet par mobile. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État puisse de manière claire concéder ses services publics d'accès à la justice au privé pour que de mises à jour soient faites, des applications mobiles et web soient entretenues afin que tout le monde accède à la règle de droit, donc au texte. Ça sera plus facile d'utiliser mon téléphone et de vérifier. Deuxième élément, il faut absolument former le magistrat. Les magistrats actuels sont totalement déformés. Je suis moi-même pratiquant, je suis avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. J'étais avocat à la Cour d'appel. Mais même au niveau des hautes juridictions, les gens ne sont pas formés. Il y a même des magistrats qui sont nommés qui ne connaissent pas certaines règles de droit. Il faut une, comment on appelle, mise à niveau, des formations continues. Parce qu'on n'a toujours pas les connaissances et les connaissances s'évaporent. Alors, troisième élément que j'avais dit, c'est d'organiser vraiment la sanction judiciaire. Elle existe déjà, comme la procédure de la prise à partie, qui consiste à attaquer un magistrat qui a défavorisé une autre personne sans tenir compte de l'ensemble des dossiers. Par exemple, il ne veut pas lire telle pièce, sinon en les lisant, il va donner faveur à la personne. Il y a des procédures, ils sont sanctionnés, mais à part ça, et on le retrouve encore. J'ai vu que le ministre Lozo, à l'époque, avait essayé de faire révoquer des magistrats qui ont été pris à partie. En plus de cela, il faut multiplier le prison pour le magistrat. Il faut que le magistrat soit le premier à être arrêté par le magistrat. Parce que s'ils ne le font pas, nous n'allons pas avoir l'application de la justice. En Italie, les juges s'étaient rendus compte qu'ils étaient les plus corrompus, mais ils avaient dit que nous devons mettre fin à cela. Je pense qu'on n'aurait pas eu le droit d'inscrire dans nos thématiques une thématique en rapport avec l'éducation si on ne sait pas dire merci. Et je prends la parole au nom de U26 pour remercier en fait nos gouverneurs que nous avons rencontrés. Ils ont été très accessibles et ils n'ont pas pu être là pour des raisons d'État et ils ont pris le soin de se faire représenter. Nous disons également merci à la présidence qui s'est fait également représenter. Nous disons merci à la Banque mondiale qui s'est fait représenter ici dans la salle. Il y a également des entrepreneurs et opérateurs économiques, Sir Advantage, Jinjin International, la Chambre de commerce de la province de Canton. Il y a également des directeurs des institutions publiques qui sont ici présents. Nous disons également merci. Spécialement, je fais la mention à M. Chéribin Okende, qui sera probablement honorable, Chéribin Okende. Voilà, un de nos intervenants lors de prochaines forums. Et nous disons merci également aux différents invités en vos titres et qualités respectifs. Mais on ne peut finir sans dire merci à nos orateurs, nos brillants orateurs. Parce que le concept, c'est que nous, la société civile, parce qu'on ne peut parler qu'à travers des orateurs, nous sélectionnons des orateurs assez vertébrés et on a eu à les remarquer ce soir. Et c'est là, je passerai même aux aveux pour vous dire que nous les avons brusqués et ils ont eu 3 jours de préparation. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et au protocole pour nous indiquer ce qu'ils ont prévu pour la suite. La pression n'est pas une mauvaise chose. Je pense que lorsque vous lisez les offres d'emploi ces derniers temps, vous verrez que parmi les compétences requises, on demande aux candidats d'être capables de travailler sous pression.
Donc déjà, nous notons que la pression n'est pas une mauvaise chose. Mais mieux que la pression, nous voulons un accompagnement. Nous disons qu'il n'est pas normal de laisser la charge à un gouverneur et être spectateur et penser que les choses pourront changer parce que le gouverneur est excellent ou soit encore qu'il est magicien. Donc nous disons qu'il soit excellent ou magicien, il a absolument besoin de l'accompagnement du peuple. Et le peuple doit communiquer ce qu'il pense à travers de cadres bien appropriés et c'est la raison d'être de ces forums. Mais quel est le résultat qu'il y a eu 6 ans de ce forum? Ce forum vise le bien-être du Congolais. Le bien-être du Congolais pourra aussi passer par des solutions qui seront proposées par des Congolais. Donc, comme vous pouvez le remarquer par le choix de nos intervenants, nous avons eu de messieurs très vertébrés qui ont su dire mieux ce que nous pensons tous les jours. Les gouverneurs en 5 ans de quinquennat, comment est-ce que vous comptez poursuivre ce forum la dernière ou bien vous comptez pérenniser les échanges? On compte pérenniser parce que le dialogue c'est quelque chose de permanent pour nous les Africains. Et ça, ce n'est que la première édition. Et dans le jour prochain, nous nous préparons pour ça. Il y aura certainement la deuxième édition qui se tiendra dans l'une de nos 26 provinces parce qu'on fera d'une pierre plusieurs coups, en ce sens qu'on va essayer de visiter notre pays un peu partout, jouir de sa beauté et de sa diversité culturelle. Merci beaucoup, madame. En fait, nous pouvons dire que cette première édition du forum sur les défis des 26 provinces a été une réussite parce que le but visé a été atteint. Le but était d'échanger avec nos gouverneurs nouvellement élus, à travers nos orateurs, bien sûr, sur quelques sujets, parce que nous avons eu à sélectionner quelques défis qui, selon nous, méritent une particulière attention. Et nos orateurs ont eu à développer chacun selon son expertise sur ces sujets-là. Je pense que ça a été vraiment une réussite. Pour une première édition, je peux féliciter l'organisation pour la réussite de ces forums. Parce que vous avez déjà des projections pour le second? Bien sûr, bien sûr. Le souhait, c'est que la deuxième édition se fasse dans l'une des 26 provinces. Et là, nous attendons de voir ce qui sera convenu dans l'organisation et aussi, pourquoi pas, lequel des gouverneurs qui ont été présents voudra bien accueillir U26 dans sa province pour une deuxième édition. Nous sommes ouverts à toute proposition.